Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Louis-Alexandre de Froissart est un conseiller en gestion de patrimoine pas comme les autres. Je parle pas simplement de sa moustache blanche que vous verrez sur ses vidéos YouTube extrêmement pédagogiques. Je dis ça parce que si vous demandez à Louis-Alexandre de vous recommander un investissement à impact positif, il pourrait très bien vous répondre le Bitcoin. Oui, le Bitcoin Green. Alors si ça vous étonne ou même si ça vous choque, je vous invite fortement à écouter l'épisode pour comprendre pourquoi une telle affirmation peut être proposée par Louis-Alexandre. Je précise que bien entendu dans cet épisode, nous n'émettons absolument aucun conseil en investissement. Bonjour Louis-Alexandre, comment vas-tu ? Oui, bonjour Antoine, très bien et toi ? Très bien, je te remercie. Effectivement, je lance l'enregistrement parce qu'on était déjà en train de discuter, de partir dans des sujets super intéressants. Ce serait dommage de pas l'enregistrer. Avant de parler comme on était en train de faire de NFT, de crypto, de machin, je te propose de te laisser te présenter et nous parler de l'activité de ton cabinet également. Alors Louis-Alexandre de Froissart, je suis conseiller en gestion de patrimoine et indépendant depuis 20 ans. J'anime une petite équipe d'une dizaine de personnes basée essentiellement à Bordeaux. Nous avons imaginé d'aborder le patrimoine de nos clients vraiment 360, donc on ne s'exclut aucun actif. Et comme depuis 2015, nous pouvons intervenir uniquement sous forme d'honoraires, cela nous permet d'aller sur des supports qui ne rémunèrent pas les gens qui les vendent ou qui les promeuvent. Et c'est tout naturellement que, passionné d'innovation, j'ai lancé un événement en 2015 qui s'est appelé Bordeaux FinTech, qui a duré de 2015 à 2019. Et à cette occasion, j'ai découvert les cryptos, mais pas que. En fait, j'ai été passionné par la vague des fintech qui arrivait et je me suis dit, il y a un tsunami qui se prépare, qui met du temps à arriver, bien sûr, quand on voit les technos arriver. Donc, c'était tout ce qui était blockchain. Et donc, ça m'a intéressé au plus haut point parce que je savais qu'il y avait une révolution qui était en train de naître. Et nous sommes dedans. Ok, absolument. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes le premier cabinet en gestion de patrimoine qui propose l'investissement en crypto-monnaie à ses clients. Je sais pas si vous êtes vraiment les seuls en France, mais honnêtement, j'ai vu que vous pour le moment, et c'est relativement surprenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix ? Alors en fait, on n'est pas les seuls. Effectivement, on est visible. On a de la chance d'être assez visible sur ce sujet-là depuis quelques temps, depuis on va dire une année maintenant. Je pense qu'il y a, on va dire, une grosse dizaine, peut-être quinzaine de cabinets qui sont capables de faire cela. Ce choix, donc tout d'abord, c'est un choix de s'exclure aucune classe d'actifs qui nous semble honnête en elle-même. Et ensuite, c'est une manière qui nous a intéressés parce que, notamment Bitcoin, d'autres cryptos aussi, mais Bitcoin, ce qui était vraiment la première crypto auquel je me suis intéressé, nous permet d'avoir un actif que l'on peut détenir et administrer soi-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand nos clients placent des fonds, ils le font dans des contrats d'assurance vie, dans des comptes titres, dans des PEA, des choses comme ça, et chaque fois, on doit passer par un intermédiaire, ou deux intermédiaires. Là, on a accès directement à son propre patrimoine et on peut l'administrer, le conserver soi-même. On est son propre custody. Et ça, c'est assez unique et ça nous a pas mal interpellés. Et c'est pour cela qu'on a approfondi le sujet et proposé un service, non pas des placements, mais un service d'accompagnement à l'acquisition, la sécurisation, la déclaration, la formation, les revenus et la transmission de cryptoactifs. Ok, parce qu'effectivement, quand tu entres
dans cet univers et que tu ne connais pas, ça peut être assez déroutant par certains aspects. Et on n'est pas habitué au fait de devoir créer un wallet qui va donc être une combinaison de clés publiques, clés privées, et d'avoir cette fameuse seed phrase qui est donc en quelque sorte un mot de passe quasiment impossible à compromettre, que tu dois absolument garder. Et puis évidemment, comme on est sur quelque chose de décentralisé, on n'a pas l'issue de secours du mot de passe oublié qui te permet de régénérer un mot de passe. Donc c'est vraiment le fameux. Il y a des exemples fameux de par le monde de personnes qui avaient des fortunes en Bitcoin qui ont perdu leur seed phrase et qui ont les boules, j'imagine, aujourd'hui, pour le dire comme ça. Ouais, donc, c'est un vrai. Vous accompagnez vos clients à pas faire cette bourde, à bien comprendre les choses. C'est ça un peu le service. Oui, c'est là qu'il y a un enjeu intéressant, c'est que nous, on doit toujours faire une cartographie des risques. Chaque fois que l'on est sur un sujet d'investissement, on doit faire une cartographie des risques. Et dans cette cartographie des risques, il y en a une première qui est énorme, qui est justement garder l'accès en tout temps, mais aussi être capable de le transmettre. C'est-à-dire que oui, au début, la personne va peut-être écrire ses 24 mots sur la petite carte Ledger, mais très vite, on va lui proposer d'autres alternatives en fonction de ses compétences qui augmentent. On va lui proposer d'autres alternatives pour que ça soit récupérable dans tous les cas, pour que ça soit même récupérable s'il y avait un feu, par exemple. Et puis d'autre part, que ça puisse être transmissible. Je m'explique, quelqu'un qui décède, quel que soit son âge, il faut que ses héritiers puissent récupérer les cryptos. Donc très vite, on a abordé cette question de la transmission. Et à l'occasion de la mise à jour de nos forfaits il y a quelques mois, on a intégré la donation, la transmission, et aussi le fait que si jamais on se retrouve avec des héritiers qui savent pas trop gérer, ce qu'on appelle le mandat posthume, c'est-à-dire l'aide à la gestion de la crypto une fois que celui qui avait investi dedans n'est plus là. Par exemple, en présence d'un conjoint survivant et d'enfants mineurs qui n'ont pas forcément la capacité à le faire. Et donc là, on va permettre de récupérer et on va gérer jusqu'à une date donnée ou jusqu'à la liquidation du portefeuille. Ok. Et donc en général, vous recommandez à vos clients de garder cette phrase secrète sur quel support? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder à la maison avec le bon support, les bonnes dispositions? Est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on remet au coffre de la banque, donc qu'on recentralise un petit peu quelque part? Je vais dire ce qu'on fait pas. Ouais. Je vais dire ce qu'on fait pas, je vais pas te dire ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de sécurité et de sécurité des personnes. Donc, ce qu'on fait pas, c'est effectivement le remettre à la banque. C'est évident que ça, on le fait pas. C'est évident qu'une chose qu'on fait pas, c'est garder. Certains le font. Pour moi, il y a une incohérence entre décentraliser et mettre les choses au coffre de la banque. Mais c'est ça qui est. Voilà. C'est comme quand je mets mon or, j'achète de l'or, je le mets dans le coffre de la banque, ce qui fait que quand il y a un bank run, même mon or, je le récupérerai pas. Donc il y a une incohérence totale. Donc voilà. Et une chose aussi qu'on ne fait pas, c'est qu'on dit on ne le met pas dans une enveloppe cachetée chez le notaire. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas parce que c'est un service de custody. Ce custody, il doit être géré par le client. Après, on fait un certain nombre de choses pour que diminuer le maximum le risque de perte. Le risque de perte n'est pas totalement à 100% écarté, mais on a quand même mis toutes les choses de notre côté. Et puis on ne garde pas non plus les sites de nos clients, puisque ça aussi c'est pareil, c'est encadré par la loi. Mais il y a un certain nombre d'idées. On fait preuve d'imagination, de plusieurs techniques qui permettent d'être sûr que le client pourra récupérer ses fonds. Et ça, c'est vraiment un élément central, puisque avec de grandes libertés naissent de grandes responsabilités. Ok, ça marche. Donc j'ai envie de parler avec toi des investissements j'ai envie de dire à impact positif. Dans le milieu, on dit plutôt ISR, si je me trompe pas, investissement socialement responsable. Oui, ou ESG, même si malheureusement il y a énormément de greenwashing avec tout ça, mais je suis extrêmement critique sur le sujet, mais on va plutôt parler d'investissement impact, si tu veux bien, parce que je pense que on a des investissements impact positifs, ça rapproche le titre aussi de ton podcast, et moi j'aime bien les notions de bien commun.
C'est très important pour moi, dans ma culture. Et ouais, c'est plutôt sur ce type de sujet. Donc oui, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on parle de ça, justement, avec peut-être des propositions un peu décapantes. Ouais, tu vas nous expliquer ça. Euh, pour commencer peut-être du plus général et en allant vers le plus particulier, si un client aujourd'hui vient te voir et te demande, Louis-Alexandre, qu'est-ce que tu me recommandes pour investir de manière responsable et à impact, tu l'orienterais vers quelle solution, que ce soit crypto ou pas? Alors en fait, on a toujours été un petit peu en retrait par rapport à tous les supports à la mode qui avaient un enjeu ISR, ESG, ainsi de suite. Et finalement, on n'est pas tellement tort, puisque Amundi, qui est l'un des plus gros gérants d'actifs européens, s'est retiré des fonds des fonds qui avaient été les mieux notés sur ces notes ESG, en disant non, finalement, à la réflexion, on n'y est pas. Il va falloir qu'on revoie la composition de nos fonds. Donc, il y a deux sous-jacents qui sont intéressants à travailler. Le premier, ça concerne la production d'énergie de manière renouvelable. Alors, essentiellement avec du panneau photovoltaïque qui n'est pas au sol, avec de l'hydroélectricité, même si l'hydroélectricité est très compliquée à aller chercher aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir financer ce genre de projet. Donc ça, aujourd'hui, on a une assez bonne connaissance du coût carbone, du coût de CO2 d'un panneau à sa fabrication, à son transport, et le CO2 qui permet d'économiser pendant toute sa vie. Aujourd'hui, on a quand même des choses qui sont assez positives de ce côté-là. Donc, en tout cas, ça, c'est dans notre offre. Et puis, l'autre possibilité, c'est là où je surprends un peu les gens. J'ai dit, vous voulez vraiment faire un investissement qui soit ISR, ESG, eh bien, écoutez, faites du mining Bitcoin. Alors, effectivement, ça surprend un peu. Mais je vais pouvoir développer pourquoi. Voilà. Je te confirme, ça surprend. Et donc, il y a plusieurs aspects. Si tu veux, on peut prendre l'aspect sociétal pour commencer. Du Bitcoin? Ouais. Okay. Si tu veux, l'aspect sociétal, il est assez intéressant parce que nous, dans notre vue d'Européens bien installés et bien confortablement équipés de tout le confort social et autres, enfin matériel et social et ainsi de suite, on ne se rend pas compte que la stabilité d'une monnaie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent dans tout le monde entier. Et on a une majorité de pays, en nombre de pays, on a une majorité de pays avec des monnaies instables. Et pour cela, le Bitcoin permet d'être une réserve de valeur à long terme très intéressante par rapport à des monnaies locales qui perdent énormément de valeur, notamment parce que la pauvreté de ces pays va de pair avec de l'inflation. Je vais prendre l'exemple du Liban. Le Liban vient de voir sa monnaie s'effondrer totalement de 90%. Il est évident qu'entre Bitcoin qui baisse peut-être temporairement de 30 à 40, ça peut faire mal, mais quand tout d'un coup votre monnaie locale en perd 90, ça devient très compliqué. D'autre part, on est sur un système qui n'est pas entre guillemets corrompu. On a vu un certain nombre de pays où le système bancaire est quand même pas toujours d'une grande transparence. Là encore, je peux me sortir de ce système-là et aujourd'hui, il y a une énorme acquisition de nouveaux usagers de Bitcoin et donc du réseau de paiement qui est au-dessus, qui s'appelle Lightning, qu'on trouve dans les pays africains notamment. Et si jamais on a en 2024-2025 une grosse croissance de la valeur de Bitcoin, on aura une redistribution des richesses très intéressante entre les pays, entre guillemets, du Nord et les pays, entre guillemets, du Sud. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc, on leur donne une capacité d'épargne à moyen long terme qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Voilà. Je peux pas épargner avec une valeur qui baisse régulièrement tous les ans de plusieurs dizaines de pourcents vis-à-vis de l'euro ou du dollar. Alors que Bitcoin, sur un cycle de 4 ans, a montré sa capacité à être une réserve de valeur. Temporairement, non, mais à moyen terme, jusqu'à aujourd'hui, oui. Donc ça, c'est l'aspect sociétal. L'aspect gouvernemental ou gouvernance, il est excellent. Aujourd'hui, quand on doit décider d'une évolution de Bitcoin, on a une démocratie représentée par des développeurs et pas une liste connue de développeurs.
C'est des développeurs qui peuvent les uns arrêter, les autres recommencer, et il n'y a pas de cooptation particulière. On propose des améliorations du protocole, et elles sont validées, elles sont pas validées. Il y a qu'à voir en ce moment la discussion qu'on a autour des ordinals. C'est assez intéressant. Il y a les gens qui prennent qui font des NFS ou des NFT, S pour Satoshi, des non-fungible Satoshi, qui seraient prendre des espaces libres dans des blocs pour aller faire des genres de NFT, après les NFS. Est-ce que vraiment on doit prendre tout cet espace libre et le remplir, quitte à ce que la blockchain Bitcoin soit trop importante? Et un vrai débat, un débat démocratique. Chacun fournit ses arguments et à la fin, la communauté va arbitrer en disant oui, on accepte ou non, on n'accepte pas. Donc là, au niveau gouvernance, il y a je pense que c'est un exemple de démocratie comme il y a peu aujourd'hui. Parce que par exemple, moi, ma banque centrale, quand elle décide de mettre les taux à 0 ou à moins 0,50, je n'ai strictement rien à dire. Ce n'est pas des gens que j'ai élus. Voilà, j'ai pas élu le banquier central aujourd'hui européen. Et enfin, est-ce que c'est pas une technocratie? Est-ce que t'as pas quand même cette barrière à l'entrée technique de moyens, tu vois, qui fait que ou de la même manière que sur d'autres blockchains, c'est sûr que c'est démocratique dans le sens où t'as pas de centralisation aucune, mais ceux qui détiennent plus de tokens ont plus de poids. Donc finalement, t'as aussi. Alors sur des blockchains, les riches vont avoir plus de pouvoir de vote en fait. Enfin, je suis d'accord sur un certain nombre de chaînes qui sont EVM ou autres, enfin de blockchain, on va dire autres que Bitcoin. Je suis d'accord. Là, c'est une question de moyens. Sur Bitcoin, ça va dépendre effectivement d'un minimum de connaissances. Mais il n'y a pas forcément cette cooptation et cette consanguinité qu'on trouve dans les banques européennes. Enfin, aujourd'hui, la plupart du temps, les banquiers centraux sont des anciens banquiers commerciaux qui se sont cooptés et qui passent de Goldman Sachs à une direction. Enfin, on sait très bien comment ça se passe et malheureusement, il y a une plutocratie là-dedans, dans ce système-là. Et je pense que c'est un peu plus libre d'accès sur Bitcoin. Bon. Après, j'allais passer sur le environnemental. Aujourd'hui, la hausse des coûts de l'énergie a démontré que ceux qui avaient pris le pari de l'énergie, des extra-capacités d'énergie renouvelable avaient pris le bon chemin, puisque ce sont eux qui ont la capacité de résister au mieux à l'augmentation du coût de l'énergie, notamment par des prix qui sont assez stables. Et ce sont eux qui sont en plus forte croissance, c'est-à-dire la proportion des mineurs en énergie renouvelable et la proportion des mineurs qui progressent le plus dans le mix Bitcoin, puisque les derniers chiffres seraient plutôt de l'ordre de 70% sur l'énergie de minage sur l'énergie renouvelable. On verra. Mais en tout cas, on sait que c'est le secteur qui augmente le plus. Et comparons cela avec un secteur financier classique qui n'a pas forcément à aujourd'hui démontrer sa volonté féroce, chevillée au corps, stratégique de financer le renouvelable à tout crin. Donc, je pense que oui, on peut dire que le minage Bitcoin avec, par exemple, des entrepreneurs comme Big Block Green Services, une société qui est basée en France, on connaît tous, beaucoup d'entre nous connaissent Sébastien Gouspillou sur le sujet et son équipe. Et là, typiquement, moi-même personnellement, j'ai investi personnellement dans ces projets parce que ça me semblait tout à fait cohérent par rapport à des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que fait cette entreprise? Est-ce que c'est BBGS? Oui, BBGS. Oui. Sur Internet. BBGS Mining? Oui. Ok. Alors, c'est quoi leur concept en quelques mots? En fait, leur concept, c'est d'aller saisir les extra-capacités, donc des capacités qui sont en plus de la consommation, soit permanentes, soit temporaires. La plupart du temps, c'est des extra-capacités permanente, c'est-à-dire à des endroits où soit on a du matériel à l'arrêt, soit on a une production qui n'est pas utilisée. Typiquement, quand on va en Afrique, au Congo, ils ont identifié des centrales hydroélectriques qui ont été mises en œuvre, mais le réseau électrique, la consommation n'est pas à la hauteur de ce que peut produire la centrale est à l'arrêt où elle ne tourne que quelques heures par jour. Que font-ils? Ils mettent un container
ou 2 ou 3 de mining au pied de cette centrale, ce qui permet à cette centrale de tourner. Ils s'engagent sur un contrat d'achat d'énergie, ce qui fait que le pays encaisse quelques dizaines de millions de dollars tous les ans pour cette énergie. Si ce sont des privés comme le parc des Virunga, qui est une réserve d'éléphants, eh bien c'est un privé qui récupère le cash ou une partie du cash. Et en plus, sur ce sujet-là, ils vont former localement des gens pour entretenir le matériel. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est apporté une manne économique, il y a un deuxième aspect qui est amené une formation, c'est-à-dire qu'on est capable d'aider des gens à faire de l'entretien. Donc là, il y a une partie formation qui est très intéressante. Et puis, ces gens-là, ils vont comprendre ce que c'est que Bitcoin. Et il y aura, et on regarde dans ces régions-là, des gens qui ont compris qu'il fallait éduquer leurs semblables. Et donc, on a des gens qui ont commencé à répandre la capacité à pouvoir payer, échanger de l'argent avec Bitcoin. Et la diaspora, aujourd'hui, peut envoyer de l'argent au pays pour des frais quasiment inexistants grâce au réseau Lightning. Donc, BBGS a un côté, un côté très intéressant par l'implication sociétale qui va au-delà du simple fait de faire un rendement pour des clients européens. Ok. Utilisation des extra capacités qui sont peut-être mises de côté. Hydroélectrique, ça c'est sûr. Voilà, on a un peu de solaire, ça c'est à Oman. On a aussi en Amérique centrale de la géothermie. Et à terme, on a une quantité inépuisable de méthane que l'on pourrait prendre, ce qu'on appelle le flare gas, qu'on pourrait prendre dans les puits de pétrole, puisque malheureusement, de toute façon, on ne pourra pas arrêter le pétrole du jour au lendemain, donc il y aura toujours de l'extraction. Par contre, on peut rendre cette extraction moins polluante. Et donc, il y a des Canadiens qui ont mis en place un système de captation du méthane en sortie de puits, et qui évite que le méthane puisse se répandre dans l'atmosphère quand il est brûlé inutilement ou mal brûlé. Et à ce moment-là, ce que l'on va filtrer, brûler, ne rejettera entre guillemets que du CO2 au lieu de rejeter du méthane, qui est bien pire pour l'atmosphère. Et entre-temps, on aura produit de l'énergie. Et cette énergie-là, soit elle est proche d'un centre de consommation et on en consomme, soit elle n'est pas proche d'un centre de consommation. Il faut trouver un moyen de la consommer sur place et de la transporter de manière plus efficiente. Eh bien, Bitcoin est un moyen de transporter de l'énergie dans le temps de manière bien plus efficiente qu'un câble électrique sur des centaines de kilomètres. Ouais, on a cette question du stockage de l'énergie qui est toujours très compliquée. Aujourd'hui, on sait mal stocker l'énergie. L'hydraulique, d'ailleurs, c'est un des meilleurs moyens de stockage, de pouvoir puiser l'eau, la mettre en hauteur et utiliser donc l'énergie potentielle de pesanteur pour ceux à qui ça rappellera les cours de physique. Et c'est vrai que, notamment l'hydraulique, il y a une très très bonne efficacité au niveau des turbines hydrauliques, beaucoup plus efficace que des turbines à gaz ou autres. Voilà. Mais en fait, ce que je me dis aussi, c'est que sur ce sujet de stockage, effectivement, t'as totalement raison. En fait, si on peut l'utiliser pour quelque chose qui a de la valeur à l'instant T, c'est un moyen sûrement utile d'utiliser cet excédent d'énergie. Mais je me dis peut-être que quelque part, peut-être le danger de ça, c'est est-ce que ça déporte pas ses capacités finalement sur quelque chose qui va être lucratif, le Bitcoin. Si demain on a des moyens de stockage plus efficaces, que demain on sait stocker ça dans des piles à combustible ou machin, et en fait, est-ce que tu n'auras pas cette incitation à aller faire du minage plutôt qu'à l'utiliser pour stocker l'énergie puis la redistribuer sur les pics de consommation? En fait, il y a un vrai sujet là-dessus, qui est un sujet de la responsabilité de chacun, qui a montré que le capitalisme avait des excès où la course au profit amenait dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine énergie, pharmaceutique, automobile, avion ou autre. La cupidité fait prendre de mauvaises décisions, et ça, malheureusement, l'homme est ainsi fait que il y aura toujours de la cupidité. La responsabilité de chacun doit pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là. Je pense qu'on n'en est pas du tout encore là. C'est-à-dire que quand j'en discute avec l'équipe de BBGS, quand ils sont allés scruter les extra-capacités,
on en était à peu près à 2 centrales nucléaires qui avaient été identifiées un peu partout dans le monde quand ils ont arrêté leurs recherches, parce qu'ils disaient on n'arrivera jamais à aller mettre autant d'ASICs derrière ces endroits-là pour pouvoir miner du Bitcoin. Donc je pense que il y a des extra capacités partout. Et puis moi, nous dans notre famille, on produit de l'énergie depuis 1964, donc j'étais pas né. C'est mon grand-père qui avait commencé de l'hydro, et on se rend compte quand même qu'il y a un vrai sujet en France où on pourrait produire beaucoup plus d'hydroélectricité, mais qu'on a des lois qui sont protectrices pour la nature tellement que ça devient parfois même souvent incohérent, et tellement incohérent qu'on produit des hydrocarbures aujourd'hui ou qu'on remet en route des centrales à charbon alors qu'on pourrait quasiment en France doubler la production hydroélectrique. Et parfois pour des problématiques complètement exagéré aujourd'hui, des centrales qui ont fait des études d'impact. Il y en a même une récemment, on lui a demandé, alors qu'elle est finie d'être construite, sur des autorisations préfectorales, on vient de lui demander on vient de demander la destruction de cette centrale. Est-ce que là pour moi on marche sur la tête, c'est-à-dire que on a déjà fait toutes les dépenses qui permettent d'aller produire pendant 25-30 ans de l'énergie décarbonée, et on va demander pour des raisons complètement administratives, complètement hors sol, d'arrêter ou de détruire cette installation. Voilà, pour moi il y a quelque chose de totalement incohérent sur ce sujet-là. Mais je te rassure, je vais te donner un exemple simple. On a fait toute une étude de rentabilité récemment sur notre centrale, en disant tiens, qu'est-ce que le mining Bitcoin pourrait nous donner par rapport à la production d'électricité sur le réseau. Okay. Donc en fait, EDF achète l'électricité beaucoup plus cher l'hiver que l'été, et en fait c'est l'hiver qui t'assure ta rentabilité. C'est-à-dire que l'été, t'es très très proche, ce que l'EDF t'achète ton électricité très proche de ton coût de production. Okay. Et tu te poses la question effectivement en disant comme il n'a pas forcément besoin d'électricité, il te l'achète peu cher. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à trouver d'autres débouchés plus rentables? Et effectivement, on peut avoir cet arbitrage-là en disant oui, non, finalement, moi je préfère aller si on me le rachète l'électricité à 6 centimes, est-ce que j'ai pas plus intérêt à aller miner du Bitcoin l'été si jamais c'est plus rentable pour moi? Mais pourquoi j'ai cet arbitrage? Cet arbitrage parce que en fait EDF, le réseau n'a pas forcément besoin de mon électricité. S'il avait besoin de mon électricité, il me la paierait plus cher. Tu vois, on est à je pense quand on est à un prix d'achat à 7 centimes le kilowatt, regarde ta facture d'électricité, regarde combien toi tu l'achètes. Ouais. Tu vas voir que il y a un petit sujet là. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est complexe. Il y a des sujets de politique aussi, évidemment, dans la détermination du prix de l'électricité. En France et dans plein d'autres pays. Mais on sait que c'est éminemment politique. On sait que il y a des gens chez EDF qui sont pas très contents de certaines décisions prises assez haut. En tout cas, c'est marrant. Alors peut-être qu'un jour tu feras du minage Bitcoin à partir de cette ressource-là. Écoute, si tu pourras me le dire. Si le minage, vous activez ça, je suis curieux de le savoir. En fait, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai vu beaucoup de projets de minage sortir en France dans le bull market. Tu vois, quand le Bitcoin était haut, que les machines n'étaient pas encore trop chères, et beaucoup de gens, j'ai vu des gens qui minaient en achetant de l'électricité sur le réseau. Et là, clairement, on savait très bien que ça durerait pas. Si jamais le hash rate, donc le nombre de la compétition pour le minage continuait à augmenter, à se durcir ou à rester à ce niveau-là, et qu'on avait une augmentation du prix de l'électricité, c'était mort. C'est-à-dire qu'en fait, les systèmes marcheraient pas. Aujourd'hui, tu peux miner en France à partir du moment où tu produis ton énergie, et tu as un prix de production qui est extrêmement faible. C'est-à-dire dès que tu vas commencer à dépasser 6 ou 7 centimes, 8 centimes peut-être, la production d'énergie, très vite, tu vas commencer à te mettre en difficulté dans dans certains moments. Tu vois, donc c'est là où il faut faire assez attention à ces sujets-là. Bon, on va pas passer tout le podcast là-dessus, mais Bitcoin m'a permis d'avoir une autre approche sur l'énergie et notamment sur le transport de l'énergie ou de la chaleur dans le temps. Et c'est quelque chose que Pierre Noisa défend avec une grande agilité d'esprit, qui est assez intéressante. Faut voir ça à l'esprit, qui est pas forcément possible
pour le proof of stake. J'aime bien la proof of work parce que elle apporte une sécurité très intéressante. J'ai dû expliquer à un club Rotary qui était pas forcément très jeune de moyenne d'âge, mais c'est très intéressant parce que quand on est reparti, ils avaient compris la différence qu'il y avait entre proof of work et proof of stake. La différence en termes de sécurité, de censurabilité, ainsi de suite. Quand tout est nœud, quand tu te rends compte qu'une grosse partie de tes nœuds Ether sont hébergés par des systèmes de cloud, eh ben tu te dis où est l'incensurabilité. Ouais. Ouais, il y a encore. Alors là, je vais essayer de peut-être pas partir dans ces débats-là avec toi parce qu'on peut effectivement y passer encore assez longtemps. Mais du coup, alors, on a couvert le sujet de la consommation énergétique, les sujets sociétaux. Il y a un petit sujet qu'on peut couvrir assez rapidement, mais je pense que c'est intéressant. C'est les critiques vis-à-vis de la volatilité, puisque si on considère que l'utilité de Bitcoin, c'est de pouvoir s'échanger de l'argent sans intermédiaire. Oui, mais comment tu fais pour aller acheter ta baguette de pain si, boum, il a perdu 30% la veille? Je sais que tu as une parade à ça. Je veux bien que tu nous en parles. Alors d'abord, j'utiliserai un terme que j'ai discuté avec un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Kazaka, qui a fait tout un travail sur l'efficience de Bitcoin, et on a parlé, c'est des choses aussi qu'on partage avec d'autres, on a parlé de vélocité. Si tu fais du vélo à 4 km/h, tu vas voir que tu es particulièrement instable. Si tu fais du vélo à 20 km/h, ce qui est normalement tout le monde peut en faire a priori, tu verras qu'il y a une grande stabilité de trajectoire que tu n'as pas à 4 km/h ou à 3 km/h. Donc en fait, plus tu as de transactions sur une monnaie, plus tu as de vélocité, plus tu as d'équilibre et donc moins tu as d'accidents de parcours. Ce qui veut dire que quand j'ai pas assez de transactions sur une monnaie, j'ai des chances d'avoir beaucoup de volatilité. Et tu peux retrouver ça sur une action. Regarde des actions du second marché, enfin des marchés Alternext et ainsi de suite. Peu de volume peut amener beaucoup de volatilité. Par contre, une action qui est hyper échangée comme Air Liquide, eh bien, elle a gagné en vélocité. Du coup, elle a perdu en volatilité. Alors, il y a des contre-exemples et je les accepte avec humilité. Mais tout ça pour dire que déjà, plus on va avoir d'échanges sur Bitcoin, plus on va gagner en vélocité et plus on va baisser la volatilité. Mais ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est on va pas attendre cette vélocité, on va essayer de tout de suite résoudre le problème. Et il y a une solution qui s'appelle Galoy, qui est assez intéressante, qui s'est développée, mais c'est pas la seule, il y en aura d'autres, qui s'est développée sur les portefeuilles Lightning. Tu as décidé d'aller mettre 10 000 Satoshi sur ton portefeuille Lightning. Excuse-moi, mais Lightning, pour ceux qui sauraient pas ce que c'est, est-ce qu'on peut rapidement revenir dessus aussi? Donc, Bitcoin est une couche numéro 1, ce qu'on appelle en bon français une layer 1. C'est-à-dire, c'est la couche sur laquelle on va baptiser, c'est une couche sur laquelle on va bâtir des couches qui viennent se mettre au-dessus, qui ont un lien avec la couche d'en dessous et qui se servent de la technologie de la couche d'en dessous, notamment pour publier des transactions, mais qui apportent un service supplémentaire. Donc Lightning est un service de paiement instantané mondial. Et moi, ça m'est arrivé récemment d'aller à un repas du coin à Neuchâtel en juin. J'ai payé en Lightning mon repas, c'était 3 secondes pour la transaction sans frais. Il peut y avoir des frais, mais qui sont extrêmement faibles. Alors moi, je paye pas de frais parce que j'ai un nœud Lightning et un nœud Bitcoin, et c'est pas très compliqué à avoir. Mais en tout cas, c'est un outil de paiement qui est extraordinaire. Donc j'ai mon petit portefeuille avec mes 10 000, 100 000, 1 million, et si j'ai un Bitcoin, 100 millions de Satoshi. Et ce portefeuille, je peux décider de le protéger contre la variation du cours. Si mon but, c'est de pouvoir dépenser dans le mois, les 3 mois, les 6 mois qui viennent, ce que j'ai reçu, eh bien, à ce moment-là, Galoy me propose une solution qui est un short sur la moitié de mon portefeuille, ou un short sur la partie du portefeuille que je sers. Donc, ça veut dire, un short, c'est quoi? Ça veut dire que je vends ma position, c'est-à-dire j'ai une position inverse de mon portefeuille. Quand je garde un Satoshi ou un Bitcoin, je suis long, c'est-à-dire que je profite de la hausse, mais je suis victime de la baisse. Quand je fais une vente à découvert,
il se passe exactement l'inverse. Donc, si jamais j'ai un portefeuille dans lequel j'ai shorté la moitié, eh bien, quand le Bitcoin monte, la moitié de mon portefeuille monte, l'autre moitié baisse, je reste au même niveau. Et quand Bitcoin baisse, eh bien, la moitié de mon portefeuille baisse et l'autre moitié monte. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait l'équilibre de mon portefeuille. Ouais. Donc après, c'est un choix. Moi, mon choix, je suis long sur Bitcoin parce que je crois à la capacité à Bitcoin de prendre de la valeur dans la durée. Mais quelqu'un qui a besoin de faire des dépenses à court terme peut dire, pour la partie que j'ai besoin de dépenser, eh bien, je shorte mon portefeuille pour la moitié. Et à ce moment-là, mon portefeuille est totalement protégé contre les variations de cours de Bitcoin. Ok. Ouais, solution intéressante. Et qui va se généraliser. Aujourd'hui, Nicolas Burtet est l'un des premiers à avoir identifié ça, mais d'autres s'y mettent. Donc, c'est un outil qui est pas très compliqué à mettre aujourd'hui avec des automatismes assez simples. Voilà. Ouais, et puis j'entendais parler dans Cryptost, format podcast, d'un retour d'expérience d'un Salvadorien, puisque c'est un petit peu un laboratoire à ciel ouvert depuis que le Salvador a officialisé la monnaie Bitcoin. Il y a vraiment des gens qui font des achats courants, apparemment en Bitcoin. C'est assez amusant. Et puis alors là où c'est le plus utilisé a priori, c'est dans les transactions immobilières, donc sur des volumes assez importants, parce que ça leur permet d'économiser certains frais, et que comme c'est à l'échelle d'un appartement, d'une maison, c'est pas négligeable. Mais voilà, donc c'est des choses qui pas trop chez nous, on va pas encore acheter notre baguette de pain avec, mais à d'autres endroits dans le monde, voilà, il y a vraiment des choses qui commencent à bouger. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, sur le site de Montaigne Conseil, nous avons des clients qui nous payent les prestations en Bitcoin, et ils peuvent le faire. On a un bouton de paiement Bitcoin sur le site, et on a un certain nombre de personnes qui nous ont déjà payé des prestations en Bitcoin. Ok. Donc ça, c'était sur ces aspects-là. Et finalement, il y a aussi peut-être un des derniers aspects, c'est la notion d'utilité. Mais alors justement, on vient d'expliquer avec quelle solution ou layer supplémentaire on peut voir un peu plus d'utilité dans le Bitcoin aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que un des reproches courants qu'on adresse aussi au Bitcoin, c'est de pas pouvoir ou pas d'avoir créé un écosystème d'applications qui repose dessus, comme Ethereum a pu le faire avec les smart contracts, avec les applications décentralisées. Et donc, encore une fois, c'est un peu un débat global, mais voilà, souvent ce qu'on se dit, c'est qu'on regarde en fait pour le Bitcoin comme pour n'importe quelle solution sur Terre, le ratio entre l'utilité versus le coût. Le coût n'étant pas nécessairement le coût financier, mais aussi le coût énergétique, le coût de tout ce que tu veux. Et c'est vrai que les critiques qui sont émises envers Bitcoin, c'est aussi de manière générale de dire l'utilité de ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte, ce que ça utilise comme énergie, finalement, la promesse était belle, mais finalement, on n'est pas au niveau, quoi. Alors, je vais répondre. La réponse va être un peu longue parce que je vais traiter plusieurs sujets, parce que ça ouvre plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. De toute façon, moi, je m'incline devant les faits. Effectivement, Bitcoin consomme de l'énergie pour un service qui, pour nous, n'est pas toujours considéré à sa juste valeur parce que ce service est aujourd'hui assuré par des monnaies classiques, monnaie fiduciaire, monnaie fiat. Ceci étant, quand on voit la masse monétaire comme elle a augmenté, là aussi sans vitesse de circulation, mais elle a augmenté ces dernières années, on peut se demander la valeur de l'euro, du dollar sur le long terme, vu qu'on en a multiplié des quantités énormes. Là, une des vertus de Bitcoin, c'est d'être limité dans son nombre de jetons, puisqu'on aura 21 millions et pas un de plus. Et ne serait-ce que déjà proposer une monnaie qui est limitée dans son nombre d'unités, tout en étant facile à acquérir, c'est déjà une proposition de valeur qui, moi, me semble très intéressante. Qu'est-ce qu'on avait comme alternative? L'or
acheter, détenir de l'or aujourd'hui est d'une grande complexité. On va dire que si des Ukrainiens aient dû partir d'Ukraine avec uniquement la possibilité de transporter de l'argenterie ou de l'or, ça n'aura pas été simple pour beaucoup d'entre eux. Et un certain nombre sont partis avec leurs clés privées. Et ça leur a permis d'avoir un minimum quand ils sont arrivés ailleurs. Donc, on a quand même ce service-là qu'on oublie. Alors que pour moi, c'est un service qui est assez intéressant. Les autres, on en a déjà beaucoup parlé. Mais je n'oppose pas forcément Bitcoin au reste. Par exemple, quand nous, on propose à quelqu'un d'acquérir des crypto-monnaies, on lui dit pas, bon, vous allez acquérir Bitcoin et puis ça va suffire. Non. On lui dit, notre conviction, c'est de vous faire acquérir minimum 50% de Bitcoin. Point. On vous demande pas 100, on dit 50. Après, on ouvre les choses. Tu veux dire et on 50% de crypto-monnaie, donc dans la crypto-monnaie. Alors, quand on est dans la crypto, quand les 2 à 5% du patrimoine que l'on met maximum dans l'investissement crypto, c'est-à-dire que j'investirai 2 à 5%, après si ça monte ou si ça descend, eh bien voilà, mais j'investirai 2 à 5% de mon patrimoine, pas plus, eh bien Bitcoin représentera 50%. Minimum. Après, on met des choses en complément. Qu'est-ce qu'on met en complément? Effectivement, on va s'intéresser à tout l'environnement Ethereum Virtual Machine, donc Ethereum Layer 1, encore une fois la couche numéro 1 de base, et les Layer 2, par exemple Matic, pour n'en citer qu'un, ou Polygon pour la blockchain, Polygon par exemple, parce que ça va apporter des services qui sont très intéressants, notamment des services de finances décentralisés, et qui nous intéressent beaucoup. Nous, on est contre les systèmes centralisés. On va pas aller dans la crypto pour aller se mettre sur des systèmes centralisés. On va aller chercher des systèmes décentralisés, puisque ça nous semble être l'essence même du moteur de ce que l'on a choisi. Donc, on va pas prendre des cryptos pour laisser nos clients sur Binance ou faire du trading sur Binance. Pour nous, c'est totalement incohérent. Donc là, on a une deuxième source qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va permettre aux gens d'aller être acteurs d'un écosystème, de consommateurs d'un écosystème. Ils deviennent acteurs d'un écosystème et en étant acteurs de cet écosystème, ils vont retirer un revenu de l'action qu'ils mettent. C'est-à-dire, je mets des liquidités à disposition d'une pool, je suis rémunéré pour cette action. Alors, si on leur donne du 20%, il faut qu'ils s'interrogent sur la nature du revenu. D'où vient le revenu? On est capable de dire dans une pool, la pool, elle fait tant de frais. Si cette pool fait tant de frais, ça veut dire qu'il y a tant de revenus potentiels. S'il y a du revenu en plus, d'où vient-il? Est-ce qu'il va être pérenne ou pas? Donc ça, c'est une capacité que l'on a acquise. Mais typiquement, on a là-dessus la capacité de faire beaucoup d'opérations financières grâce à de la crypto, et ça, c'est un service qu'on n'a pas forcément, que le grand public ne voit pas forcément, mais c'est une manière de le faire. On a des capacités de faire de l'assurance, on a des choses très rigolotes avec les loteries. Enfin, il y a pas mal de choses possibles. Et puis, il y a un autre élément que l'on ne voit pas forcément venir. J'ai appuyé ces dernières semaines dessus, qui est la tokenisation. Alors la tokenisation, on a appuyé parce qu'on a passé plusieurs mois à tester un certain nombre d'options de tokenisation d'actifs. Je vais prendre 2 exemples. L'or. Aujourd'hui, il m'est difficile de détenir de l'or moi-même ou de le conserver chez moi. Eh bien, je peux tokeniser de l'or, soit sous forme d'une once, ça va être le Paxos Gold, qui va donc être des coffres à Londres, j'aurai une certification de la contenance d'or par rapport à ce qui a été investi sur le jeton Paxos Gold. Et de l'autre côté, j'ai Vera One, où là, j'ai la réserve qui est assise dans des réserves au Port-Franc de Genève, que je suis allé voir moi-même, constater moi-même en juin de 2022, qui est une manière de détenir un actif. Pour l'instant, j'ai pris l'exemple de l'or, mais ça peut être d'autres actifs que je vais pouvoir détenir par la blockchain de manière totalement tracée. Et puis, il y a un secteur qui fait beaucoup parler de lui parce qu'on est un acteur canadien qui s'appelle Realty, qui a montré que l'on pouvait acquérir de la propriété immobilière et avoir un revenu hebdomadaire. Et il y a plein de choses qui vont en plus se développer sur cet écosystème. Moi je suis pas un adorateur de Realty. Je trouve que l'idée est très intéressante parce qu'elle permet. Je connais des jeunes qui ont acquis de l'immobilier, qui ont fait l'effort d'acquérir de l'immobilier parce qu'on leur permettait d'acquérir
la fraction d'une société qui détenait un immeuble à tel ou tel endroit aux États-Unis, et ça leur a permis de mettre de l'argent de côté avec un revenu régulier. Est-ce que c'est le bon sous-jacent? Là, je vais pas critiquer, je trouve que l'expérience est intéressante. Est-ce que c'est le bon sous-jacent? Je sais pas, c'est pas tellement le sujet. C'est que j'arrive à mettre à disposition un actif habituellement inaccessible à une population qui va enfin pouvoir accéder à certains actifs, et c'était pas forcément possible avant, avec des revenus hebdomadaires et surtout peu d'intermédiaires et peu de frais. Là, on a un vrai service qui est rendu par ces cryptos. L'utilisation de la chaîne Gnosis est un choix qui est effectivement un choix de frais ils sont vraiment quasi nuls. C'est assez intéressant. Donc voilà 3 manières de répondre en disant je n'oppose pas, j'essaie de prendre le meilleur de chaque écosystème pour le proposer. Et puis on a un œil sur Sandbox, parce que c'est un métavers qui est intéressant. Il y a des opérations sur des archives d'un quotidien d'Extrême-Orient. Je crois que c'est le Hong Kong, je crois que c'est le Hong Kong Tribune. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent là-dessus. On a l'écosystème Cosmos, on a tout ce qui est les ZK. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on regarde aussi avec intérêt, parce que il y a des services qu'on n'imagine pas encore totalement aujourd'hui, mais qui sont très intéressants pour le futur et une vraie utilité. Enfin, moi, aujourd'hui, j'y vois une vraie utilité. Ok. Mais merci pour cette réponse. Je trouve que ta pensée est très cohérente. Donc, je suis ravi de discuter de tous ces points-là. J'en ai quand même un dernier pour se diriger vers un peu la fin de notre échange, que j'aimerais te soumettre, parce que c'est aussi un classique des critiques adressées à Bitcoin. Je pense que peut-être que tu me vois venir, et comme ça je pense qu'on aura vraiment fait le tour, et cet épisode sera vraiment un peu un playbook de Bitcoin, contre-argument, l'impact de Bitcoin. Donc j'ai envie d'être exhaustif, même si pour moi c'est pas une critique qui est vraiment, enfin c'est une critique plutôt facile à réfuter, mais voilà. Blanchiment d'argent. Intéressant. Mais ça fait partie des objections qui n'en sont pas véritablement. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette question la mercredi dernier au club du Rotary, puisque j'avais des banquiers dans la salle, donc c'était souvent l'argument qui est mis en avant. Et il y a plusieurs manières de répondre à cette question. D'abord, il faut savoir que dans une blockchain, les transactions sont traçables. Et j'en veux pour exemple que 2014, il y a la fameuse affaire du hack de Mt. Gox au Japon. Ça fait maintenant 18 mois qu'on a été capable de retrouver 35 à 40% du butin, ce qui est énorme en nombre de bitcoins. Tout ça parce que on a pu aller tracer pas mal de transactions. Bien sûr, il y a des systèmes très efficient pour pouvoir cacher les transactions, avec notamment le CoinJoin sur Bitcoin ou les mixeurs sur les EVM, qui ont leur utilité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça serait bien qu'on utilise le CoinJoin ou les mixeurs à partir du moment où on laisse la capacité de pouvoir retrouver qui entrait et qui sortait. En fait, on se rend compte que le problème des crypto-actifs, c'est que ça laisse beaucoup de traces. Et qu'en plus, on se retrouve face à une communauté. Et que cette communauté se sent utile pour mettre ses moyens à disposition des recherches du hack. Il y a une certaine moralité, une certaine éthique qui font que la personne qui veut se servir des cryptos, et notamment de Bitcoin, pour faire des activités malveillantes, s'expose non seulement aux forces de l'ordre, mais s'expose aussi à la communauté. Et il faut faire attention. On peut aussi flaguer les bitcoins quand ils ont fait leur preuve de malveillance. Et notamment, il y a quelqu'un qui avait des bitcoins flagués, qui a essayé de les remettre sur le marché à l'époque on dit tinté exactement, à l'époque de l'introduction en bourse de Coinbase, quand il y avait une grosse activité. Tout de suite, il s'est fait repérer et il s'est fait choper. Donc, quand on dit que c'est un outil de blanchiment d'argent, on se rend compte que le pourcentage des vraies transactions qui utilisent Bitcoin, on dit que c'est moins de 2%. À la limite que ça soit 2 ou 7% des transactions, c'est pas ça le plus important. Ça veut dire que la très grande majorité des transactions est honnête. De l'autre côté,
on sait très bien, enfin, beaucoup de gens savent que le billet de $100 est souvent quelque chose qui laisse le moins de traces, beaucoup moins de traces qu'une transaction crypto. Et je pense que là, il y a un sujet dont on peut parler longtemps, mais il commence à y avoir quand même beaucoup de choses qui nous permettent de nous rassurer en disant que ce n'est pas ce n'est pas l'outil favori des criminels. Ça peut être un outil parmi d'autres, mais mon avis, c'est s'exposer à beaucoup de contraintes que d'utiliser Bitcoin ou d'autres cryptos pour cela. Ouais, carrément. Les criminels n'ont pas attendu Bitcoin pour blanchir de l'argent. Malheureusement. Mais après, c'est difficile de trouver un système efficient. Il faut savoir que les banques ont mis en place des systèmes de compliance, de lutte contre le blanchiment, qui font perdre un temps extraordinaire. 40% du temps d'un banquier, c'est justement d'aller traiter les questions de compliance et de lutte contre le blanchiment. Pourquoi? Eh ben, avec ça, il faut savoir qu'ils arrivent à un taux de réussite de 0,2%. C'est-à-dire que les transactions, dans les transactions qu'ils valident et dans tout ce qu'on met en place, eh bien, 0,2% sont frauduleuses. Donc, 40% du temps pour 0,2% d'efficacité. Voilà. Après, voilà, on met le curseur là où on veut, mais je pense que c'est un sujet sur lequel le système central n'a pas de leçon à donner. Crédit Suisse, Panama Papers ou Pandora Papers sont là pour nous montrer que le système classique a malheureusement une longueur d'avance sur Bitcoin là-dessus. Ouais, c'est clair qu'il faut mettre ça en regard d'autres pratiques qui malheureusement existent déjà depuis un certain temps. Écoute, top. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a tapé un petit peu sur Bitcoin et regardé tous les oui mais qu'on pouvait en sortir. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas abordées ou qui te semblent importantes à préciser? Oui. Ah ben, oui. Je t'en prie alors, trop bien. Je pense faut savoir qu'on parle toujours d'hygiène de vie. Moi, je dirais d'hygiène d'épargne. Il y a une hygiène d'épargne à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il est utile de mettre un petit peu tous les jours ou toutes les semaines de l'argent de côté. Et on peut le faire, bien sûr, dans Bitcoin, pas que dans Bitcoin, mais nous, à titre de la société, on met tous les jours un peu de Bitcoin de côté dans du Bitcoin. On peut le faire aussi dans d'autres blockchains, on met un petit peu aussi dans les terres. Voilà. Et je pense que c'est important d'être prudent par rapport à son épargne, de pas tout mettre. Par contre, d'en mettre un petit peu. Et surtout, une fois qu'on en a mis un petit peu, on fait l'effort tous les jours d'apprendre un petit peu sur ces écosystèmes. Et ça permettra, à mon avis, de mener de bonnes actions pour son épargne. Mmh. Ouais, bien sûr, il y a une dimension d'apprentissage, mais vous y participez. Enfin, je sais que, comme tu l'as dit, vous êtes plutôt visible et vous participez à cet effort de pédagogie. Donc, merci pour ça. Oui, et puis tu vois, on a 6 services. On a 6 services, c'est-à-dire que quand les gens prennent un forfait, il y a la stratégie d'acquisition, la sécurisation. Ensuite, il y a la déclaration, parce qu'on veut que nos clients déclarent et soient en règle. Ouais. Ensuite, juste après, il y a l'aspect formation qui fait toujours partie de notre approche. Formation, il y a des tutos, puis le soutien. Et ensuite, il y a les revenus, et enfin, il y a la transmission. Donc, tu vois, c'est quand même des points importants pour nous. On a fait toute la partie sécurisation et légale d'abord, et puis après, on fait la partie formation, parce qu'on pense que il faut investir dans ce que l'on comprend. Et donc, c'est compliqué de comprendre Bitcoin et les cryptoactifs, donc il faut investir un peu, se former un peu. Et quand on dit « je vais d'abord essayer de comprendre et puis après j'investirai », les gens ne le font jamais. Il faut mener les deux conjointement. Non, mais c'est sûr que mettre les mains dans le cambouis permet toujours d'apprendre un rythme beaucoup plus rapide, et faire ces allers-retours entre pratique et théorie sans se brouiller les ailes au début. Ça me semble moi aussi la bonne approche. Écoute, ok. Et bah voilà, on a abordé plein de sujets. Est-ce que tu penses que sur ces aspects énergétiques, on pourrait un jour imaginer un système qui fasse en sorte de trouver les extra capacités un peu partout de par le monde pour finalement faire tourner le réseau Bitcoin uniquement avec des extra capacités, avec du renouvelable? Est-ce que
si on regarde l'échelle de la planète, quand il fait jour quelque part, il fait nuit quelque part. Là où il y a du vent dans un pays, il y en a pas dans l'autre. Est-ce que si on réussit un jour, peut-être hypothétiquement, à uniformiser tout ça, on pourrait annihiler un de ces problèmes majeurs du Bitcoin, qui est sa consommation énergétique. En fait, l'énergie est produite à un endroit et ça coûte de la transporter. Donc, c'est toute la problématique de l'intermittence toute solution doit avoir quand même une certaine continuité. Mais plutôt que d'essayer de complexifier les choses, le travail d'identifier les extracapacités, de mettre une source de production de Bitcoin à cet endroit-là, sachant que cette source de production, c'est pas une usine en dur, c'est un container ou un shelter dans lequel on a mis des machines, on peut assez facilement aller le positionner ailleurs à un moment donné si on est arrivé dans une bonne capacité. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des extra capacités, puis le réseau s'est développé, la consommation s'est développée sur place. À ce moment-là, on va mettre son shelter ou son container ailleurs et on va produire ailleurs. Voilà. Mais je pense qu'on a assez d'extra capacités, si on veut se donner la peine de les identifier, pour ne jamais être en compétition avec la population dans sa consommation. Et quand on voit un article de presse qui dit oui, au Kazakhstan, les mineurs ont amené la mort du réseau électrique, on l'a même vu au Texas récemment. Les mineurs qui sont au Texas, malheureusement, minent sur une énergie qui n'est pas décarbonée, mais clairement, le réseau électrique texan est stabilisé par les mineurs qui produisent quand il n'y a pas la consommation. Quand il y a consommation, ils réduisent leur production. Quand il y a moins de consommation, ils augmentent leur production. Et c'est clairement établi sur l'exemple du Texas. Ok. Écoute, on va conclure, je pense, sur cette ouverture possible sur l'avenir du réseau Bitcoin. Qui n'a pas révélé tous ses secrets et qui n'a pas révélé tout ce qu'il peut faire. Je pense que c'est un réseau qui nous réservera encore beaucoup de surprises assez constructives. Écoute, j'espère. Et merci beaucoup à toi. Je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers le site web de ton cabinet. Ouais. Si on veut te joindre ou te suivre, t'es plus personnel, t'es plutôt présent sur LinkedIn? Je suis très présent sur LinkedIn. C'est là où on peut me suivre. On peut suivre toute notre actualité. Elle est plutôt sur LinkedIn, oui. Ouais. Ok. Ouais, top. Après, on a un blog. Après, on a tout ça, mais et une chaîne YouTube. La chaîne YouTube Montagne Conseil. Voilà. Ouais. Avec des vidéos pédagogiques. Que je vous recommande. Exactement. On a plus d'une centaine de vidéos. Ça marche. Excellent. Merci beaucoup, Merci. Alexandre. À bientôt. Merci, Antoine. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!